Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer. Petit éloge du métier insensé de coach. Le podcast de foot qui revient sur la carrière d'entraîneurs légendaires et de leurs matchs mythiques. Bienvenue sur le banc du coach, que vous soyez entraîneur ou pas, plus qu'une leçon de foot, on vous raconte une leçon de vie. Et avant de lancer ce nouveau portrait d'entraîneur mythique, je rappelle Lionel que tu es l'auteur du livre « Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer », publié chez ESF Sciences Humaines. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Lionel. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, grosse personnalité, gros ego, mais aussi gros palmarès. Impossible d'évoquer la carrière de grands entraîneurs sans lui consacrer un portrait. Lionel, tu nous parles aujourd'hui de... José Mourinho, le ballon qui sort de l'université. En s'auto-proclamant le Special One quand il est arrivé à Chelsea, il est entré de plein pied dans le petit monde des mégastars des bancs. Gros palmarès. Forte personnalité, salaire hors norme. Mourinho, il a de l'orgueil et le revendique. Mourinho, il veut entrer dans l'histoire et il le dit. Mourinho, il veut gagner et il le rabâche. Mais d'où il vient, José Mourinho ? Faire partie de la nouvelle minorité de coachs sans passer de joueurs professionnels. C'est ça, sa première caractéristique. José Mourinho, c'est un pur produit de l'université. Il a été élève de l'ISEF, à Porto, l'Institut supérieur d'éducation physique. Il y est entré, pas par hasard. Il y est entré parce que sa maman est institutrice et elle ne voit que par les études, pas par le football. Et elle l'a inscrit à l'école de commerce pour faire des études supérieures. Il y est resté un jour à l'école de Berne. Le soir, il est rentré chez lui et il a annoncé à sa mère qu'il allait à l'ISEF, l'Institut supérieur d'éducation physique. Son père était footballeur, donc il est né dans un milieu professionnel. Il était gardien de but au Portugal et il est devenu entraîneur. Et on peut dire que pendant 15 ans, il a suivi son père. Ah ok. Il a fait des rapports sur les adversaires, sur le jeu. Il était faux ramasseur de balles, toujours présent autour du terrain. Et il se faisait passer pour ce qu'il n'était pas. En fait, presque déjà adjoint. Mais en réalité, aux yeux de tout le monde, il accompagnait son père, comme des fils accompagnent leur père parfois dans l'univers du football. Donc cette caractéristique-là fait qu'il est né dans cet univers de football et le métier de coach, il l'a d'abord vécu à travers son père. Et à travers des hauts et des bas, et plus de bas que de hauts d'ailleurs. Par exemple, il l'a vécu comme une terrible injustice que son père apprenne à Noël qu'il était viré du club où il était entraîneur. Donc cette vision et cette vie de l'entraîneur, il l'a vécu d'abord par sa cruauté, par sa difficulté, et en quelque sorte, c'est là qu'il a construit cette espèce de carapace qui est celle, aujourd'hui, du personnage charismatique que l'on connaît. Oui, donc en fait, dès son plus jeune âge, il va associer directement sur le terrain théorie et pratique. Tous les témoins de l'époque disent combien il était studieux, très studieux, constamment dans les livres. Mais en même temps, au week-end, il accompagnait son père sur le terrain. Donc, curieusement, s'est installée une espèce de situation alternative entre de la théorie et la pratique, ce que l'on considère en général comme idéal pour progresser. Ah oui, vu sous cet angle, c'est sûr qu'il se construit un vrai savoir-faire. Et ceci très très jeune. Autour d'une dizaine d'années, il commençait déjà à discuter tactique avec son père, après les matchs. Donc on comprend d'où lui vient cette espèce de maîtrise qu'il a et cette reconnaissance qu'on lui accorde d'être un très très grand technicien, un tacticien hors pair. Et alors cet apprentissage intensif, qu'est-ce que ça a donné ? Tout ça, ça a donné qu'aujourd'hui, on peut dire après 20 ans de carrière, puisque en gros, sa carrière commence à peu près avec les années 2000. Après 20 ans de carrière, il est aujourd'hui à Tottenham, c'est 24 trophées. 24 trophées, dont 4 coupes européennes. Un petit coup d'arrêt depuis 2016. Aujourd'hui, il est à Tottenham. Le dernier trophée qu'il a gagné, c'est à Manchester, le Community Shield. Et ce monde du foot qui est assez ingrat, à cause de son arrogance, lui fait payer un petit peu cette arrogance en lui reprochant depuis 4 ans de ne plus rien gagner. C'est cet univers du foot dont il dit parfois que c'est un monde de chiens d'ailleurs. Il est très sévère parfois quand il parle de ce monde de foot. Il n'est pas dupe.
Et il sait que les trophées, c'est la légitimation, en fait, de tout ce qu'il est. Et parce qu'il sait être arrogant, parce qu'il sait être prétentieux, parce qu'il sait être sûr de lui, on lui fait payer, évidemment, dès l'instant qu'il ne gagne pas. Et là, on peut dire que depuis 4 années, il y a quelques difficultés qui sont rencontrées dans les clubs où il est passé. En tout cas, il n'a pas d'autres trophées à son actif depuis 2016. Mais son parcours, c'est 24 trophées. Quand on sait ce qu'est un palmarès pour un entraîneur, de la difficulté de se construire un palmarès, on comprend effectivement quand même l'extrême notoriété aujourd'hui de José Mourinho. Alors, la notoriété, oui, mais on lui reproche aussi beaucoup son arrogance, son côté colérique, non seulement avec les médias, ses adversaires, mais aussi ses propres joueurs. Alors c'est vrai que dans son comportement, on pourrait dire qu'il se caricature lui-même. Il n'aurait pas besoin de ça, mais on a l'impression qu'il en rajoute. Il surjoue, comme on dirait un peu au théâtre ou d'un acteur. Et cette personnalité, elle est volcanique. Il se construit dans le conflit. Il s'est toujours construit dans le conflit. Il a été confronté très très tôt à des situations conflictuelles. Il a vu que son père était trop bon, subissait trop, et que les gens étaient méchants autour de lui, et que cette dimension conflictuelle, pour lui, fait partie de la vie, intégrante en quelque sorte de la vie. Donc, il n'a pas peur des polémiques. Des polémiques, il en a eu avec tout le monde. Il en a avec les dirigeants, il en a avec les arbitres, il en a évidemment avec la presse. Et aussi, et ça lui coûte plus cher, avec les joueurs dans les vestiaires. Il est maniaque. Il a une obsession du détail. Son côté corrosif, son côté affectif exacerbé, évidemment, vont lui valoir pas mal de difficultés. Alors, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est à la tête, au bout d'une vingtaine d'années, d'une expérience absolument inouïe du football. Quand on commence à être faux adjoint, ramasseur de balles de son père à une dizaine d'années, quand on commence à 10 ans comme ça, qu'ensuite on fait des études supérieures, il a été soigneur, il a été traducteur parce qu'il est polyglotte, il a appris l'italien en 3 semaines avant d'aller entraîner l'Inter de Milan, et il a commencé auprès de Robson, par exemple, à passer pour un interprète. Il a toujours, au début, avant d'être entraîneur, joué des rôles dans lesquels, en fait, était camouflé le fait qu'il était un personnage déjà très important dans le vestiaire. Mais ça se camouflait, en quelque sorte, sous des rôles. Traducteur, soigneur, adjoint, avant d'être lui-même entraîneur principal. Et alors, ce caractère, c'est une force ou un point faible ? Le danger chez un personnage comme Mourinho, c'est que cette expérience extraordinaire fait qu'il appartient un peu à cette caste dangereuse de gens, on sait dans la politique ce que ça peut donner, qui se considèrent intouchables. En fait, il se permet tout. Il supporte pas qu'on le critique et qu'on l'attaque, et lui-même, évidemment, passe à l'offensive. Par exemple, Ancelotti, quand il a été en Italie, il l'avait un peu critiqué justement sur son absence de passé de joueur professionnel. Il a passé son temps à envoyer des scuds à Ancelotti. Il a été en conflit avec, et entre autres, avec Ranieri, et il a évidemment attaqué Ranieri sous le couvert qu'à 70 ans, il avait un très très petit palmarès. Alors ça se traduit chez lui par des comportements assez inattendus. Il y a un côté séducteur chez lui, mais en même temps rebelle. Il a un côté vanneur aussi, très moqueur, très provocateur. C'est ça qu'on retient en général. Et les médias, évidemment, ont exacerbé aussi cette tendance-là qu'il a déjà naturellement. Ce qui fait oublier parfois dans son parcours des aspects qu'on a un petit peu laissés de côté, comme la joie extraordinaire qu'il a manifestée en France, dans un tournoi de juniors, dans la région parisienne, à Guyancourt, où il a gagné son premier trophée, en France, avec des juniors qui venaient de Porto. Et ça, c'est tout Mourinho, c'est-à-dire déjà cette culture de la gagne, tous les joueurs le disent. Il a horreur de la défaite, et sa finalité, c'est gagner. Mais donc, comment tu vas définir sa personnalité ? Et comment ça se passe avec ses joueurs, justement ? Sa personnalité, pour un psychologue, elle est intéressante, parce qu'elle est complexe. Elle est très contradictoire. C'est un mélange à la fois d'empathie et d'autoritarisme. Donc, on peut comprendre le caractère toxique de ce mélange. À la fois proche des joueurs, qu'il aime, il le dit, ça se sent, ça se voit, mais en même temps, d'une dureté avec eux, dont certains, évidemment, ne se remettent pas, ne supportent pas, et donc ça finit dans un clash, ça finit dans des conflits, ça finit en général par des séparations. Par exemple, il a quelques soucis aujourd'hui avec un jeune joueur français, Dembélé à Tottenham, vis-à-vis duquel c'est lui qui l'a pris en charge, l'a fait se développer, il avait beaucoup de potentiel, et il est très exigeant par rapport à ce joueur.
Et à partir de là, cette exigence, elle pèse. Et certains la supportent difficilement, cette exigence. Donc à la fois, il aime, mais en même temps, il châtie. C'est-à-dire qu'il ne fait pas jouer, il est très critique, il envoie des scuds, ça c'est sa spécialité, même à ses joueurs. Il ne craint pas, effectivement, de mettre en difficulté parce qu'il croit qu'il faut que le joueur sorte de lui-même véritablement le maximum de ce qu'il peut donner. Alors on pourrait y voir dans sa personnalité un ressort un petit peu machiavélique dans le personnage. Souvent avec lui, on peut dire que la fin justifie les moyens quand même, au sens de Machiavel. Ne craint pas d'utiliser non plus les grands préceptes politiques de Machiavel, diviser pour régner au sein d'un vestiaire, ce qui lui a valu évidemment des clans, des gros soucis avec des têtes dures comme on dit, ou des égos très forts dans les vestiaires où il est passé. Bon, c'est un personnage aussi qui est complexe et un peu, encore une fois, machiavélique, dans le sens où il se fâche régulièrement, mais en même temps se rabiboche beaucoup. C'est une alternance, en quelque sorte, de fâcherie, je t'aime moi non plus, avec des périodes où ça va mieux, où il repart dans la confiance. Mais encore une fois, il y a un caractère quand même psychologiquement assez toxique à tout ça. Et bien sûr, on l'embrasse s'il nous écoute. Un des points communs que tous les gens qui ont côtoyé quand même disent, c'est qu'il fout la trouille, quoi. Et dans un vestiaire, il fout la trouille. C'est un personnage, c'est une dimension charismatique absolument considérable, et son côté provocateur, évidemment, est surprenant. Alors, d'autant plus surprenant que je disais tout à l'heure qu'il a été un élève studieux et qu'aujourd'hui, il est passé à l'insolence. Et ça, c'est sa marque de fabrique. Il n'a pas eu peur de se heurter à des grands personnages, comme le président russe de Chelsea, par exemple, Abramovich, avec lequel il s'est fâché, et il est parti. Parce que lui, il peut se fâcher à tous les niveaux, autant avec un joueur qu'avec un entraîneur adjoint qui ne sait pas mettre les plots où il faut à l'entraînement, qu'avec le président et un oligarque russe comme Abramovich. Il s'est fâché avec lui. Et on peut imaginer pourquoi il s'est fâché, parce que quand il n'est pas d'accord, en général, il lâche pas prise. Il ne lâche pas prise. Beaucoup de joueurs et pas mal de Français qui l'ont côtoyé dans les clubs en Angleterre, d'ailleurs, le disent. Lui, il t'apprend à haïr la défaite. Et alors, c'est presque un lieu commun dans l'univers du foot, on en parle, mais lui, il le fait. C'est-à-dire que véritablement, les joueurs qui passent chez lui, ils apprennent à haïr la défaite. Et donc, côté carrière, ça donne quoi ? Est-ce que tu peux nous résumer son CV ? Alors, pourquoi sa notoriété aujourd'hui est connue, je dirais, du grand public, bien au-delà des gens qui s'intéressent au football ? C'est qu'il a toujours été présent depuis une vingtaine d'années dans tout ce qu'on peut appeler les places fortes du football européen. On le retrouve à Porto, on le retrouve à Milan, on le retrouve à Chelsea, on le retrouve à Manchester, on le retrouve à Madrid, on le retrouve à Tottenham. C'est-à-dire qu'il s'est assis sur tous les bancs prestigieux de l'Europe aujourd'hui. Il s'était mis un point d'honneur, alors c'est lui qui l'avait estimé ça, à remporter les 3 grands championnats européens. Et pour lui, les 3 grands championnats européens, c'est l'anglais, l'italien et l'espagnol. Tant pis pour la France, tant pis pour l'Allemagne. Et il les a gagnés, ces 3 championnats. Il les a gagnés, y compris le championnat du Portugal. Bon, le Portugal, il sait d'où il vient. C'est un pays de 10 millions d'habitants qui a une notoriété footballistique extraordinaire, qui a été, sans que ce soit grâce à lui d'ailleurs, champion d'Europe en 2016 contre la France, et qui régulièrement forme des joueurs qui ont une notoriété tout à fait considérable en Europe, et aussi une filière d'entraîneurs qui, en général, est passée comme lui dans cette fameuse université. Donc ils ont généré une véritable école, en quelque sorte, d'entraîneurs qui s'est imposée en Europe, en France en particulier, et a eu beaucoup de succès dans les 2 décennies de 2010 à 2020. Ok. Et côté résultats ? Au plan des résultats, il a pour lui, évidemment, des hauts faits d'armes. Par exemple, en 2010, son triplé historique avec l'Inter de Milan, triplé historique qui a marqué les esprits en Italie, avec l'Inter de Milan, cette fameuse finale de Champions League où il a tactiquement déjoué tous les plans adverses en faisant jouer à l'arrière Eto'o, son attaquant, alors qu'ils étaient à 10. C'est des coups comme ça qui ont fait sa notoriété, c'est-à-dire des coups de poker réussis, soutenus par lui, qui lui auraient certainement coûté les pires des critiques s'il avait échoué. Mais il est preneur de risques, il est dans le risque en permanence. Il ne vit que là-dedans, en quelque sorte. D'où des échecs, forcément, on en verra tout à l'heure, mais des réussites absolument considérables. On peut dire globalement qu'il est plus adulé que détesté, mais les deux. Alors, parmi ce beau palmarès, tu penses à quel match, mon cher Lionel, pour illustrer la carrière de Mourinho ?
Alors, difficile de penser à un match avec Mourinho, tant sa carrière est riche, justement, de haut et de bas, parce qu'il a tout connu, des échecs et des réussites. Alors, il y en a un qui est intéressant, ça lui ferait pas plaisir peut-être, mais je pense qu'il est capable parfaitement d'assumer ces défaites-là. C'est une défaite, justement. C'est une défaite, et pas n'importe quelle défaite, puisque c'est une défaite avec le Real de Madrid, quand il est arrivé à Madrid, après son extraordinaire succès en Italie, après son triplé historique avec l'Inter de Milan, il est venu à Madrid. Et il est venu à Madrid, au Real de Madrid, considéré, là aussi c'est très spéculatif et difficile à dire, mais quand même comme l'un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid, qui allait très mal à cette époque-là. Qui ne gagnait plus le championnat d'Espagne et qui était à cette époque-là sous la totale hégémonie de Barcelone, de Guardiola. Donc les Madrilènes ont subi très durement cette période et cette époque, et c'est justement celle à laquelle lui, il est arrivé. Et quand il est arrivé à Madrid, le premier classico qu'il a fait au mois de novembre de la même année, de cette première saison, il est parti au Nou Camp, donc à Barcelone, et il a perdu 5-0 contre le Guardiola, contre Barcelone, contre les Catalans. 5-0. Au bout d'un quart d'heure, Xavi et Pedro avaient marqué, ils perdaient 2-0. En deuxième mi-temps, malgré les tentatives de correction qu'il a voulu apporter, ils en ont pris 3 autres, et ça se termine par un 5-0. Ils ont terminé à 10. Ils se sont énervés, le capitaine Sergio Ramos s'est fait évincer. C'est le très 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 mauvais match. On peut dire que son orgueil en a pris un coup, il a compris ce que c'était que venir à Madrid, il a compris ce que c'était à l'époque que d'affronter le grand Barça de Guardiola. Ils le respectent d'ailleurs, ils ont des rapports entre eux qui ne sont pas des rapports forcément conviviaux, mais ils ont des rapports de respect entre eux, parce qu'ils se sont vraiment affrontés comme adversaires. Alors, on a critiqué, on a dit qu'il avait été trop ambitieux, trop prétentieux, trop offensif à Barcelone. Il a voulu aller provoquer les Barcelonais, il a voulu mettre en place un dispositif offensif qui lui ressemble pas trop d'ailleurs, curieusement, comme histoire de les provoquer ou de les surprendre. Mais ça s'est retourné contre lui, ils ont perdu 5-0. Ça a laissé des traces parce que les classicos, il y en aura d'autres, parce qu'il va rester 2 années et demie à Madrid. Derrière, il y aura d'autres classicos et à chaque fois, je crois que ce premier-là a laissé des traces. Il va y avoir des déclarations tapageuses de sa part, ça il est habitué du fait. Il y aura même un scandale avec des rixes entre les staffs des clubs. Il a été accusé d'avoir enfoncé son doigt dans l'œil de l'adjoint de Guardiola. Enfin, des histoires à n'en plus finir, bon, qui prouvent que ce match-là, chez lui, a laissé des traces très, 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 très sévères. C'est ça, Mourinho. C'est à la fois, encore une fois, le très grand succès qu'il a pu avoir à Milan et en même temps, quelques difficultés qu'il a eues à Madrid, dont il est parti avec des difficultés avec les supporters, des difficultés dans le vestiaire. Il avait perdu une partie des cadres du vestiaire à Madrid et c'est pas le meilleur endroit. Et même s'il a été champion d'Espagne en 2012, il a réussi à faire retrouver le titre à Madrid. C'est un peu lui, ça. Il réussit toujours quelque chose partout où il passe. Pas tout, mais il réussit toujours quelque chose. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait retenir du profil et de la méthode Mourinho ? Oui, au niveau de sa personnalité, ce que j'aimerais bien dire aussi, c'est qu'il est une illustration assez extraordinaire de cette pensée autant énigmatique que j'estime puissante de Jean Cocteau, qui disait « Ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Et ça s'applique remarquablement à Mourinho. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Il n'a rien renié, y compris quand on lui dit qu'il est arrogant, ambitieux, prétentieux, etc. Il ne renie pas ça, mais il s'appuie là-dessus. Et c'est vraiment l'illustration de cette pensée, encore une fois, qui est assez énigmatique et puissante de Jean Cocteau. Sacré bonhomme, hein ? Ah oui, clairement. Eh bien, merci Lionel, c'était passionnant et instructif, comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre pointure, cette fois-ci venue d'Italie. Et d'ici là, portez-vous bien. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun portrait de ces entraîneurs mythiques qui ont façonné le football. À bientôt !